podcast du Ridon. Bonjour, voici pour le chapitre suivant, 195. Ce chapitre s'applique au vol. Dans le vol, il y a 3 mitzvot. Première mitzvah, bien sûr, ne pas voler. Deuxième mitzvah, juger le voleur et le punir selon les lois de la Torah. Troisième mitzvah, ce n'est pas prendre, déplacer la borne d'autrui, c'est-à-dire récupérer un terrain qui ne nous appartient pas. Première mitzvah, c'est la 467. La Torah nous demande de faire attention de ne pas voler. Dans ce cas, il y aurait une punition, tout le temps, tout endroit, et bien sûr chacun. On a la mitzvah 468, qui est la mitzvah au tribunal de juger, pour rembourser, ou bien si la peine, c'est ce qu'on appelle chayav mita, c'est la mort. Donc il y a les lois de la Torah concernant le voleur. Tout le temps, tout endroit, bien sûr uniquement, puisque il s'agit ici de punir, on peut punir uniquement un beth din. Et il y a Asagat Gvul, c'est prendre une partie d'un terrain d'une autre personne, d'un voisin par exemple. Donc si je déplace sa borne, c'est-à-dire on a délimité, j'ai pris quelques centimètres, je n'ai pas le droit. Là, il n'y a pas de punition dessus. Par contre, c'est une affaire qui est tout le temps, mais uniquement en Eretz Israël, comme on verra par la suite, et bien sûr à chacun. Alors voyons les précisions de cette mitzvah. Qu'est-ce que ça s'appelle voler? La moindre petite chose, juif ou pas, adulte ou enfant, à partir du moment où je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, sans que son propriétaire soit au courant, ça s'appelle du vol. Par contre, si je le fais devant le propriétaire, il me voit et je le lui prends, là, ça ne s'appelle plus du vol. Dans la Torah, il y a deux termes. Le terme de ganav, de voleur, et gazlan, on va l'appeler le brigand. C'est-à-dire celui qui est prêt à voler à l'arme, celui qui est prêt à être violent, puisqu'il vole devant le propriétaire. Mais les règles du brigand, on les verra plus tard. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le voleur classique, qui le fait en cachette. L'objet volé, tant qu'il est dans son état actuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'état depuis le vol, il doit le rendre. S'il y a eu un changement d'état, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout le même, il a volé de la laine, il en a fait un vêtement, mais il a volé de la laine, le propriétaire ne veut pas retrouver un vêtement, le propriétaire veut retrouver sa laine qui lui a été volée. Il devra payer la valeur. Il peut y avoir des cas où il va payer à part ça une amende au voleur. Tout dépend. Ce qui a été volé, ça peut être parfois le double, ou parfois 4 ou 5 fois. Alors quand est-ce que c'est le double et quand est-ce que c'est 4 ou 5 fois? On va le voir tout de suite. 2 témoins, bien sûr des témoins de confiance, que le beit din, que le tribunal juge qu'ils sont des témoins cachers, viennent témoigner que cette personne a volé. À partir du moment où il ne s'est pas déclaré seul, où c'est le beit din qui vient le chercher, le tribunal vient le chercher, par la force de 2 témoins, qu'ils viennent justement témoigner que cette personne a volé, il devra payer le double. S'il a volé un dinar, une certaine somme d'argent, il devra rembourser le double.
S'il a volé un animal, il devra rembourser 2 fois la valeur de cet animal. C'est ce qu'on appelle tashloumé kefel, remboursement du double. Ça fait que le voleur, en fin de compte, aura perdu, pas uniquement l'objet volé, mais en plus, il aura perdu la valeur de l'objet qu'il a volé une seconde fois. C'est pour lui faire prendre conscience de la grosse bêtise qu'il vient de faire. Si maintenant le voleur a avoué, il vient au Bédine, et lui-même dit j'ai volé, donc j'ai pas eu besoin de faire appel au témoin, c'est le voleur de lui-même, il vient se rendre au tribunal. Il paiera uniquement le capital, mais pas le double, pas le tachloum mais kefel. La Torah nous apprend que celui qui vole un serviteur, un contrat ou une terre est exempté de ce tachloum et kefel. Donc le tachloum et kefel, le double, c'est uniquement sur un objet qui est volé et non pas sur un serviteur, mais pas un objet, sur un contrat, puisque le contrat a une valeur à l'intérieur de ce contrat. Mais en soi, ce n'est pas un objet avec une valeur, et un terrain, c'est de l'immobilier. Donc on ne payera pas le double. Et c'est quand est-ce que je paye 4 ou 5 fois? Si il vole un animal. Alors il y a 2 catégories d'animaux. Il y a le petit bétail et le gros bétail. Ce qui est défini ici, un agneau, un mouton, ou bien un taureau. Si il a pris l'animal, il a égorgé, il a fait la shrita, il a vendu, là il doit payer 4 fois si c'est un petit bétail, un mouton, un agneau. Mais si c'est un taureau, un gros bétail, il devra payer 5 fois la valeur. Mais uniquement s'il est apte à être consommé. Donc quand on dit on lui a fait la shrita, c'est littéralement, il lui a fait une shrita, c'est-à-dire qui est cachère. L'animal aujourd'hui est cachère et apte à manger, on peut le consommer. Mais s'il n'était pas cachère, si la shrita n'était pas une bonne shrita, c'est-à-dire qu'il a tué, mais il a rendu taref, l'animal n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas abattu comme il se doit selon la Torah, selon la halacha. Il ne doit pas payer. À moins que, quand il a tué l'animal, ce n'était pas pour le manger. Il voulait en profiter de cet animal mort différemment. Faire des médicaments, ou toute autre chose. Donc il n'avait pas besoin de lui faire une shrita cachère, et de l'abattre donc, comme la Torah le demande pour le manger. À ce moment-là, puisqu'il a tiré profit, il paiera ses 4 ou 5 fois. Si malheureusement, le voleur n'a pas les moyens, n'a pas de terrain, n'a pas d'objet pour rembourser son vol, le Beddin au tribunal le vendra en tant qu'esclave, et l'argent qu'on aura reçu, elle ira chez la personne qui a été volée pour le rembourser. La Torah nous dit qu'on vend la personne en tant qu'esclave uniquement s'il n'a pas de quoi rembourser le capital, c'est-à-dire la somme de base qu'il a volée. Mais s'il a de quoi rembourser le capital, donc la somme de base, le prix du mouton, il n'a pas de quoi payer les 4 ou 5 fois, par exemple, ou bien le tachloum et kefel, le double, là on ne le vend pas, et ce sera une dette que le voleur aura envers la personne qui a été volée. Revenons au Asagat Gvoul. Prendre, récupérer la propriété d'autrui. Donc il a bougé les bornes du terrain de son voisin. Donc ne serait-ce que quelques centimètres. J'ai voulu un petit peu empiéter, un petit peu récupérer du terrain. A priori c'est du vol, il a volé du terrain. Mais la Torah nous donne une mitzvah en plus en Eretz Israël. Celui qui le fait en dehors d'Eretz Israël, en effet, ça fait partie du vol. Mais celui qui récupère la propriété d'autrui en Eretz Israël, il aura fait 2 fautes, il aura transgressé 2 avérotes. Première avéra, il a volé. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle Asagat Gvoul, empiéter, récupérer la propriété d'autrui. Alors comment faire?
Le seul moyen de réparer, bien sûr, c'est rendre à son propriétaire. Il remet les bornes à leur place et il rend le terrain qu'il a volé, qu'il a pris en plus. Ben voilà pour ce chapitre. Bon courage et à la prochaine. 195, niveau 2. On a quelques petites halakhot en plus à apprendre. Donc on va tout de suite lui citer les quelques halakhot. A priori, le voleur dont on parle, c'est le voleur qui vient en toute discrétion la nuit, qu'on ne voit pas. S'il y a une crainte que ce voleur, si on l'attrape, tue. Alors, le voleur vient en toute discrétion, mais s'il s'avère qu'on l'attrape en plein vol, il risque de tuer. Si j'ai le doute que ce voleur peut tuer, donc on a le droit de le tuer pour se défendre. Mais si c'est clair, on sait clairement que ce voleur ne cherche pas à tuer, il n'est pas armé, il ne va pas tuer, il cherche juste à prendre de l'argent, je n'ai pas le droit de le tuer. Si le propriétaire, effrayé, va tuer ce voleur en disant mais je me défends, là le propriétaire, celui qui se fait voler, est un assassin. Un voleur qui vole un autre voleur. Donc il est parti voler, mais il s'avère qu'il est parti voler chez un voleur. Et il s'est fait attraper. Il ne va pas quand même rembourser le double, le kefel, au premier voleur. De la même manière, s'il s'agit d'un animal qu'il a égorgé ou qu'il a vendu, il ne va pas payer 4 ou 5 fois à l'autre voleur. Celui qui vole de la trouma. Qu'est-ce que la trouma? C'est ce prélèvement qu'il fallait donner au Kohanim, cette récolte que la Torah nous demande. C'est le cadeau qu'Hachem a donné au Kohen. Il la vole pas chez le Kohen. Il la vole chez le Israël. Le Israël, c'est ce juif qui doit donner cette récolte au Kohen. Il doit la rendre au Israël pour qu'il puisse la donner au Kohen. Mais il ne va pas payer dessus le kefel le double, puisque qui a la possibilité et le mérite de choisir à quel Kohen il donne, c'est l'Israël même à qui appartient cette récolte, qui choisira le Kohen. Ce mérite-là n'est pas considéré comme une valeur financière. Donc, imaginons qu'il a donné un autre Kohen, il a fait la mitzvah à ma place, ou il a rendu, du moins, mais j'ai pas choisi à quel Kohen il a rendu. Ça n'a pas de valeur pour dire à qui il devait la rendre. L'essentiel, c'est que c'est parti chez le Kohen. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a plusieurs halakhot ici qu'on peut apprendre de cette histoire de vol. C'est celui qui va empiéter sur le gagne-pain d'autrui. Quand la Torah nous dit qu'il ne faut pas bouger le borne pour ne pas voler de terre et empiéter sur le terrain, la Torah dit une autre chose. Arur masig gvul maudit celui qui empiète les frontières de son ami, ve'amar kol ha'am amen, le peuple dira amen. Lors des malédictions, juste avant d'entrer en Eretz Israël. Là, nos sages apprennent qu'on ne s'agit pas de la même chose qu'on a déjà vu dans la Torah, mais autre chose. C'est quand il s'agit d'empiéter sur le commerce, sur les affaires d'un autre, et lui enlever sa parnassa. Il y a bien sûr la concurrence. La concurrence, on a le droit. Et même nos chachamim encouragent la concurrence parce qu'elle est bien pour l'acheteur. Puisque s'il y a une concurrence, le vendeur doit faire mieux, doit vendre moins cher, etc. Mais si cette concurrence, ce n'est plus bon pour le commerce, puisqu'à cause de cela, un des commerçants va perdre son gagne-pain, n'aura plus de travail et devra fermer boutique. Là, les chachamim ont changé les règles du jeu. Et c'est là où il faut savoir où se trouve la limite de la concurrence ou empiéter sur le travail d'autrui. Évidemment, dans des cas pareils, les deux personnes doivent se rendre au Beit Din local, chez leur Rav,
et en discuter. Mais quelques exemples. Un sourd de fer, il nous est interdit d'avoir des prix trop bas, plus bas que le prix du marché, presque à la perte, pour encourager les clients à venir. Parce que ça touche les concurrents. Personne ne va vendre à perte. Personne ne peut vendre aussi bas que lui. Si les vendeurs locaux vendent plus haut que le prix du marché, il a le droit cette fois-ci d'être un concurrent, puisqu'ils prennent plus que le prix du marché. Également, s'il y a assez d'acheteurs pour avoir la même boutique. Donc c'est faux voir. S'il y a assez d'acheteurs, il y a des clients pour l'un et pour l'autre, il est autorisé d'ouvrir des boutiques qui vendront la même chose, qui font exactement la même chose. Il y a assez de clients pour 2 épiceries. On peut ouvrir 2 épiceries. Ça ne pose pas de problème. Il faut prendre en considération également à qui va cette marchandise, qui sont les clients qu'on recherche. Si un commerçant veut avoir une certaine clientèle, il vise cette clientèle en particulier. À partir du moment où il vise une clientèle spécifique, il faut la lui laisser. Parce que là, il fait un travail particulier pour une clientèle particulière. De toute manière, comme on a dit, tout cela, savoir dans le détail, avec son rave local. Les droits d'auteur, tiens, sont des choses qui viennent dans la vie de tous les jours. À combien j'ai le droit d'utiliser une chose sur laquelle autrui a travaillé. Donc, j'ai pas volé physiquement un objet, mais j'ai volé, c'est conscience, j'ai volé sur quoi il a travaillé. Donc, celui qui recopie, ça s'appelle du vol. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les droits d'auteur. Il y a eu beaucoup de questions qui sont soulevées. Est-ce que j'ai le droit de copier de la musique? Est-ce que j'ai le droit de donner une musique? Moi, j'ai acheté et je la donne à un ami. Est-ce que c'est possible que lui la copie puisque moi je l'ai acheté? C'est pas grave. Il faut savoir, les enfants, que tout cela sont des questions graves, énormément discutées dans la halakha. Et si on va voir la halakha bien comme il faut, pour se comporter, faire les choses comme il se doit, il vaut mieux poser la question avant à son Rav, afin qu'il nous donne la réponse, comme la Torah veut, et comme ça on fera tout. Et dans toute notre vie, tous les jours, on se comportera exactement comme Hachem veut. Voilà les enfants, à la prochaine.